Bonjour, bonsoir et bienvenue à cette séance de cours de gestion de projet. Et je vais partager avec vous l'écran. OK? Là, vous allez voir vraiment de quoi je parle. C'est ça. On partage l'écran. Hein? Et là, vous pouvez voir l'écran qui est partagé. Et là, je commence par vous dire, c'est cette séance numéro 2. Pourquoi? Parce que dans la première séance, c'est vraiment le syllabus du cours, c'est-à-dire le plan du cours qu'on présente et on se présente. Et là, le deuxième cours, je vais vous parler un petit peu, vraiment avant d'introduire cette définition, c'est-à-dire je vais vous parler de la gestion de projet, mais ce que je vais faire dans un premier temps, c'est vous donner quelques éléments de base, des cartes, ce que je peux même dire qui est un cadre de référence. Et je vais commencer par vous parler de 3 compétences. OK? 3 compétences pour garantir le succès d'une entreprise, sur tous les plans, quelle que soit l'entreprise. Et l'entreprise doit être capable de faire la gestion de projet, c'est-à-dire le management de projet. L'entreprise doit être capable également de faire un management de programme. Je vais vous expliquer de quoi je parle là. Et ensuite, le management de portefeuille. OK? Donc, le management de projet, c'est gérer des problèmes. Là. Mais c'est gérer des problèmes, c'est la gestion des problèmes. Parce que lorsqu'on fait le management, on est en train de gérer des problèmes. Et on est en train de gérer des problèmes pour, en fin de compte, apporter des solutions. Là, avec ce management de projet, c'est gérer des problèmes, mais des problèmes qui sont liés à des projets uniques, des projets isolés. C'est pour cette raison, lorsqu'on parle de projet, le projet, vous allez voir, est unique. Des projets uniques et des projets isolés. Mais lorsqu'on parle du management de programme, et on a plusieurs projets là, c'est gérer des problèmes, et ça devient un petit peu beaucoup plus complexe dans la mesure où on est en train de gérer des problèmes, mais des problèmes qui sont liés à des groupes de projets. C'est pas encore, c'est pas un portefeuille de projet là, parce que je peux avoir un portefeuille de projet, c'est comme vous allez voir après, c'est de ça que je vais vous parler, mais c'est un programme. Et la gestion, parce qu'un programme, c'est un amalgame de plans, de projets, beaucoup de choses hein, qui sont mises ensemble. Et c'est pour cette raison qu'on doit être capable de faire la différence entre projet, programme. Un projet, c'est quelque chose qui est unique. Et on fait ça, et puis il y a un début, il y a une fin, on termine tout ça. Mais lorsqu'on parle du management de programme, c'est plusieurs projets. On est là, on gère des problèmes, mais c'est des projets qui sont reliés. Il y a une sorte d'interdépendance entre ces projets-là. C'est pour cette raison qu'on parle de management de programme. Et ensuite, il y a le management de portefeuille. Là, c'est gérer des problèmes, mais des problèmes qui sont liés à un grand nombre de projets. Ce sont des projets qui sont dépendants. Pour le programme, écoutez bien, chers amis, pour le programme, les projets sont interdépendants. Et pour le portefeuille, les projets sont vraiment dépendants. OK? Et ça veut dire les projets, ce sont des projets qui sont là, un grand nombre de projets qui ne sont pas vraiment liés entre eux. OK? Par exemple, je peux construire une maison et en même temps, je suis en train de construire une école. OK? Donc, il n'y a pas vraiment de lien entre ces projets-là. OK? D'accord? Merci. Donc,
Je vais vous présenter une structure. Lorsqu'on structurer, c'est organiser. Comment on peut organiser le management de projet, mais de façon multifonctionnelle. Il y a plusieurs étapes. OK? Regardez, on a une idée. OK? C'est une situation qui va nous amener à une action. Hein? Donc, on y jette un coup d'œil. Ensuite, on considère cette idée-là de plus près avec S, P-R-E, accent, plus près, accent grave. On réalise ce projet et on va tester ce même projet et on l'utilise. OK? On a l'idée, on jette un coup d'œil, on la considère, on la réalise, on la teste et on l'utilise. OK? C'est une structure typique de management de projet. En résumé, lorsqu'on parle de cette approche, d'une approche de projet par étape, on fait une étude préalable, hein, c'est ce qu'on a vu, des objectifs, on regarde les solutions et les résultats qui sont possibles. Ensuite, il y a une recherche, le développement, on fait un essai plus détaillé, hein, et pour pouvoir arriver à ce résultat. OK? Donc, c'est important de ne pas commencer par une étape sans avoir au préalable répondu aux critères prescrits dans l'étape précédente. OK? Donc, il faut regarder ça de façon très... l'interdépendance entre les étapes. Hein? Il ne faut pas commencer une étape si toi, tu n'es pas sûr que l'étape précédente a été bien réglée. OK? Il faut vérifier, c'est très important, il y a 3 éléments à vérifier, qu'il y a une sorte d'adéquation, ça veut dire ces 3 éléments-là sont en accord entre les stratégies que vous allez utiliser, la faisabilité, stratégie, le plan, la mission, ce que vous voulez faire, hein, en termes de stratégie, la faisabilité, est-ce que c'est faisable? Est-ce qu'on a assez d'argent? OK? C'est stratégie, faisabilité et puis finance. OK? Je commence par vous, comme vous pouvez constater, je n'ai pas encore donné de définition de projet là. OK? On est en train de faire des mises au point pour pouvoir faire des mises en place. OK? Donc, les 7 conseils qui s'appliquent sur toute la durée du projet. D'abord, il faut s'assurer que les projets ont des objectifs cohérents. Ça veut dire c'est cohérent avec votre stratégie. OK? On est là. Par exemple, je vais faire un projet, construire une maison, construire une école parce que j'ai des étudiants. Il y a une sorte de synergie, il y a une sorte de logique dans ce que je fais. OK? Ensuite, on utilise en toutes circonstances pour tous les projets la même structure, hein, même si ce que je viens de vous parler là, et on a l'idée, on regarde l'idée, etc. Simple et bien défini. On est là, il faut suivre et revalider à chaque étape. OK? Donc, accent grave, à chaque étape, la viabilité commerciale, parce que c'est quelque chose qui peut être vendu, qui va être vendu opérationnel, en termes d'opération, comment vous allez opérationnaliser cette affaire-là, et technique, hein, les outils utilisés, etc., du projet. Hein. Revalider à chaque étape, est-ce que tout est correct au niveau commercial, c'est correct au niveau opérationnel, au niveau technique, est-ce que c'est correct? Ensuite, impliquer les utilisateurs.
OK? Je vais faire un projet pour des paysans de Jacmel. Les paysans doivent être impliqués. Je vais faire des projets pour des étudiants à l'Université évangélique d'Haïti. Les étudiants doivent être impliqués dans le projet. Hein? Les clients dans le projet, utiliser. Et d'abord, les utilisateurs, c'est les gens qui vont utiliser le projet, les clients aussi. Ces gens-là doivent être impliqués. Ça veut dire, pour faire un projet, c'est pas seulement les gens, il faut utiliser les gens qui vont vous sponsoriser et les gens qui vont utiliser. Donc, il faut tout le monde, c'est pas quelque chose que vous pouvez faire comme ça. Donc, il faut pour pouvoir comprendre leurs besoins, pour pouvoir comprendre leurs besoins, et c'est important de pouvoir le savoir. OK? D'accord? Donc, c'est important. Et là, développer un niveau d'excellence dans les techniques et les contrôles de management de projet. Et il faut développer un niveau d'excellence. Ça veut dire on veut toujours aller plus loin, plus haut, plus fort. Mais tout ça et chaque niveau de très haut niveau, c'est l'excellence. Il faut aller vers l'excellence dans les techniques que vous allez utiliser, hein, et dans les contrôles de management de projet. Il faut développer parce que ça va vous servir après pour les autres projets aussi, pour les autres projets. Aller au-delà des liens fonctionnels. Hein, c'est pas parce que la chose fonctionne ou en d'autres termes, on a des gens qui sont là, des opérationnels qui sont avec vous, etc. Il faut aller au-delà de ces liens en utilisant des équipes qui peuvent travailler sur plusieurs fonctions à la fois. Okay? Ensuite, on utilise des ressources qui sont dédiées pour chaque catégorie de développement. OK? Donc, on utilise des ressources et on définit des priorités à l'intérieur vraiment de chaque catégorie. D'accord? C'est important. Et je vous donne encore des conseils qui concernent des étapes particulières du projet. Là, je vais vous donner quelques conseils. OK? Regardez ce qu'on a vu. Je vous ai donné 7 conseils. On est là, 7 conseils. On est là. Ça, ce sont des conseils que appliquant sur toute la durée du projet. Mais au fait, c'est 10 conseils que je voulais vous donner. Il y a 7 conseils qui s'appliquent sur toute la durée du projet. Hein? Assurez-vous que les projets ou les objectifs sont cohérents à la stratégie, utilisés en toutes circonstances, tous les projets. La même structure simple, suivez ou revalidez à chaque étape, impliquer les utilisateurs. On est là, développer un niveau d'excellence, aller au-delà des liens fonctionnels, utiliser des ressources dédiées pour chaque catégorie. Là, je vous donne 3 autres conseils, mais qui concernent des étapes particulières du projet. Par exemple, au début, le commencement. Il faut insister sur les premières étapes du projet, voir la chose de façon systémique. Ensuite, le milieu, élaborer des études ou une étude de cas dans ce que nous appelons un plan d'affaires pour vous assurer que le projet est approuvé de façon formelle par la haute direction parce que c'est eux qui vont investir leur argent. C'est important. OK? Donc, ensuite, à la fin, il faut... Donc, quand le projet est terminé, le projet est terminé. Mettez fin au projet de façon formelle. Et les gens doivent savoir que c'est la fin. OK? Donc, ces 3 conseils concernent des étapes particulières du projet. Je vous ai donné 7 conseils
qui peuvent être utilisés pendant tout le projet, et ces 3 conseils, ce qui fait environ une dizaine de conseils. D'accord? Ça va pour tout le monde? OK, merci. Donc là, je commence par vous donner une définition. La définition d'un projet. Lorsqu'on dit que c'est un projet. Vous savez que le projet ne date pas d'hier. Hein, ça a commencé depuis la création du monde. Hein. Dieu a créé le monde. C'est un projet qu'il avait. Hein, et de façon très détaillée, on peut parler, on peut dire, il y a des projets qui sont vraiment, les gens peuvent avoir des projets qui ne sont jamais réalisés. Par exemple, le Tour de Babel, c'était une idée de projet, les gens voulaient aller au ciel, mais c'est un projet qui n'a pas été réalisé. Mais l'arche de Noé, par exemple, c'est un projet réalisé. Donc, le projet ne date pas d'hier. Il y a eu des projets, des petits projets, mais il y a eu des méga-projets. Par exemple, les gouvernements, la construction des autoroutes, construction des bâtiments pour loger les fonctionnaires de l'État. Ce sont des projets. Donc, et je commence par vous dire que généralement, on fait des projets pour résoudre des problèmes. OK? Donc, on veut résoudre des problèmes ou on veut prendre avantage d'une opportunité. Je veux gérer des problèmes, hein, je veux résoudre des problèmes où il n'y a pas seulement des problèmes, mais il y a des occasions, c'est-à-dire des occasions d'affaires, il y a une opportunité d'affaires. Là, je peux mettre en place des projets. Donc, des fois, on fait l'erreur de prendre des opérations pour des projets. Et je vais faire la différence pour vous entre opération et projet. Et je vais vous donner des exemples concrets. Vous allez voir que c'est différent. Un projet n'est pas une opération. Une opération n'est pas un projet. Donc, généralement, et c'est ce que nous appelons le caractère unique. C'est important de garder ça en tête. C'est le caractère unique d'une activité, hein, d'une activité sans S ici, qui est le facteur déterminant. C'est-à-dire, est-ce qu'on fait la chose chaque jour? Si oui, ce n'est pas un projet, même si on utilise des méthodes de gestion de projet pour le réaliser. Hein? Et donc, c'est le caractère unique des activités ou d'une activité. Sans S et des activités avec S qui est le facteur déterminant lorsqu'on veut savoir si c'est vraiment un projet. La construction d'une table est un projet. L'implémentation d'un nouveau système, c'est un projet. Couper son gazon, c'est un projet. Planifier un mariage, c'est un projet. Planifier une levée de fonds, c'est un projet. Et vous allez voir, il y a le caractère unique. Et il y a planifier une graduation, c'est un projet. Hein? Et là, tout projet suppose la mise en œuvre d'outils de prévision. Prévision, je dois prévoir les choses, d'ordonnancement. Ça veut dire mettre des tâches en ordre. Il y a un ordre. C'est une sorte de structuration ou d'ordonnancement. Mettre les choses dans un ordre de chiffrage des éléments économiques. Ça, c'est la finance, c'est l'argent. C'est le nerf de la guerre. Ressources financières
et je dois être capable d'apprécier les risques. Appréciation des risques, hein, c'est un élément fondamental. Donc, pour faire un bon management de projet, ce qu'on est en train de vous enseigner ici en termes de management de projet, on doit maîtriser ces paramètres, c'est-à-dire outils de prévision, hein, ensuite mettre en place les tâches, ensuite le chiffrage des éléments économiques et l'appréciation des risques. Il y a toujours des risques dans la gestion de projet. Il y a toujours des risques. Il faut regarder tout ça. Donc, maintenant, je vais faire pour vous la différence entre projet et opération. OK? Différence entre projet et des opérations. OK? Un projet, par exemple, le milieu, on est dans un milieu inconnu. Et le projet a un caractère innovant. Hein? Mais le projet aussi, c'est une organisation temporaire parce que la chose ne va pas durer tout le temps là. Il y a un début, il y a une fin. Et dans un projet, on va avoir un processus historique. Ça veut dire on va faire l'histoire parce que le projet, c'est une fois. Et les décisions qu'on est en train de prendre, on prend des décisions, mais ces décisions-là sont irréversibles. OK? Et ensuite, l'incertitude est forte dans un projet. Il y a des variables qui sont à l'interne, il y a des variables internes, c'est sûr, mais il y a des variables externes, exogènes. Par exemple, l'environnement, c'est un élément fondamental et l'environnement exerce une orientation aux décisions du gestionnaire. Donc, il faut regarder les degrés de liberté dans tout ça. Ça, c'est pour le projet, mais les opérations, le milieu, on est dans un milieu répétitif. Par exemple, vous travaillez quelque part et vous faites la même chose à chaque jour. Donc, on parle d'une organisation qui est stable. En termes d'organiser, ce que vous organisez est stable. Le processus récurrent, par exemple, c'est la même chose que vous faites plusieurs fois. Des décisions sont réversibles. Ça veut dire, si je fais, je peux toujours refaire ce que j'ai fait, et puis là, on parle d'opération, la répétition. Et ensuite, il y a l'incertitude qui est faible. L'incertitude est faible. Il y a des variables endogènes dans une opération, ce qui est différent pour le projet. Le projet, on parle des variables, on parle de l'incertitude. Pourquoi on dit l'incertitude est forte? Il y a des variables endogènes aussi, oui, mais je ne veux pas créer de confusion actuellement. C'est pour vous parler de l'environnement. Pour le projet, l'environnement, ce sont des variables exogènes. Ça veut dire qui ont une influence considérable. Et pour les opérations, ce sont des choses des déjà vues, des déjà faits, des déjà connus. Et il y a les variables endogènes. Et les actions sont vraiment encadrées. On sait la chose, le résultat est prévisible. OK? Et ensuite, pour le projet, le cash flow, il faut investir. Et des fois, on n'a pas encore le retour, le cash flow négatif. OK? Et ensuite, ça crée des futures activités qui assurent l'avenir de l'entreprise. Parce que le projet, c'est après que vous allez voir les bénéfices du projet. Ensuite, en termes de difficultés, on est en train de gérer un saut dans l'inconnu, ce qui éprouve le caractère complexe, ce qui prouve la complexité du projet ou d'un projet. OK? Et en ce qui concerne l'opération, le cash flow est positif parce que le fonctionnement dégage déjà un bénéfice. Ça vous permet de maintenir les activités existantes, celles qui font vivre l'entreprise. Ce sont des opérations qu'on fait à chaque jour. La difficulté, c'est intervenir rapidement en cas de blocage.
on peut le faire. Ils avaient une machine qui est en panne, on peut, dans l'entreprise. Là, maintenant, nous allons faire la différence entre un projet de développement, parce qu'on parle souvent de ce que nous appelons les projets de développement. Okay? On parle de projets, on parle de projets de développement. Et il y a des ONG qui sont dans des pays tiers-monde, qui font des projets. Il y a des gouvernements qui font dans d'autres pays ce qu'on appelle des investissements bilatéraux. OK? Ils font des projets dans ces pays-là. Il y a des projets de développement. OK? Et là, on va faire cette différence entre un projet et un projet de développement. Le projet, par exemple, projet de carrière de développement, on parle d'ensemble, on parle des actions à réaliser pour pouvoir satisfaire un objectif défini. Là, on a une mission, et on veut réaliser cette mission. Et on a identifié un but et une fin. On est d'accord avec le projet. Et là, l'objectif d'un projet, c'est ce que nous voulons faire, c'est pouvoir réaliser à plusieurs ce qu'il est impossible de faire seul. Et c'est même, il y a un spécialiste en gestion qui a dit, même le fait de s'organiser, c'est parce qu'on ne peut pas faire la chose tout seul. On est obligé de s'organiser. Et on dit ça pour le projet aussi. Tout ce que nous ne pouvons pas faire avec les autres et tout ce que nous ne pouvons pas faire seuls, on se met ensemble pour pouvoir le faire parce qu'on ne peut pas faire ça tout seul. Donc, l'objectif d'un projet est avant tout de réaliser à plusieurs ce qu'il est impossible de faire seul. Autre point de vue, on peut dire que c'est une démarche qui conduit à des résultats qu'on peut voir, OK? Et des résultats qui sont destinés à des utilisateurs, des bénéficiaires. Et il y a le niveau de risque accompagné d'un faisceau de contraintes. Important, le niveau de risque. Mais on dit souvent qu'il ne prend pas de risque n'ira pas trop loin. OK? Et comme je vous dis, cette démarche ne peut pas être totalement répétitive. La démarche présente un caractère incertain, les risques. OK? La démarche nécessite la mise en œuvre de plusieurs activités complémentaires. Mettre en place l'ordonnancement, les tâches. OK? Je reviens encore avec d'autres exemples de projets. Aller sur la Lune, construction d'un barrage hydroélectrique, construction d'une maison, une campagne électorale, c'est un projet, parce qu'on ne va pas rester tout le temps dans cette campagne-là. Monter une pièce de théâtre, c'est un projet. Produire une bombe atomique, c'est un projet. La construction de la route nationale numéro 1, numéro 2, c'est un projet. Produire un livre, c'est un projet. Produire un spectacle, c'est un projet. Produire un CD, un disque, lorsque l'artiste produit, l'artiste, c'est un projet. Pouvoir produire son disque. L'écrivain qui produit un livre, l'artiste qui produit un spectacle, créer une campagne publicitaire, c'est un projet. Organiser un congrès, c'est aussi un projet. D'accord? Donc, il y a 3 choses à retenir, très importantes, chers amis. 1, le projet est temporaire. Il n'y a pas un caractère continu. Il y a un début et il y a une fin. OK? Donc, après ce cours, vous devez être capable de maîtriser la définition du projet.
Le projet se fait par étapes. C'est quelque chose qui se prépare. Il va y avoir une planification. Vous allez voir tout ça avec moi. Le projet a un objectif, c'est-à-dire on veut livrer quelque chose. On appelle ça un livrable. Hein? Le résultat, c'est ce qui justifie même l'utilité du projet. C'est le fait d'avoir un livrable. C'est important. D'accord? Et autre caractéristique, hein, c'est cette affaire, hein, l'unicité, hein, le caractère unique du projet. Il est différent des projets antérieurs, mais peut-être semblable. On est là. Par exemple, un menuisier qui fabrique une table. Il a un caractère unique. Et il construit sa table, hein, mais il peut construire un autre, mais ça va être un autre projet. Et là, donc, il est différent des projets antérieurs, ça va être, mais peut-être semblable. On est là. Donc, un projet, ce n'est pas de la production en processus continu ou répétitif. On est là. Donc, c'est une production unique. Hein? C'est souvent même un processus de production sur commande. OK? Donc, là, c'est un projet. Donc, il faut regarder les contraintes. Je m'insiste sur les contraintes, sur les risques, les contraintes extérieures. La durée du projet est limitée. La durée du projet est limitée par des contraintes antérieures, par des contraintes extérieures. Hein. Exemple, je vous donne un exemple. Le livre doit être prêt pour des achats de Noël. Il y a des contraintes. C'est pas, je veux écrire un livre et puis je n'ai pas de contraintes. Le livre doit être prêt pour Noël. Il y a des contraintes pour des achats des fêtes. La maison doit être complétée pour le 1er juillet. Il y a des contraintes. On dit à l'ingénieur, ouais, écoutez, vous devez nous livrer cette affaire-là avant le 1er juillet ou vous avez jusqu'au 1er juillet ou en d'autres termes, le 1er juillet, pour le 1er juillet, pour le 1er juillet. Donc, il faut le faire. OK? Ensuite, il y a les conséquences, il y a des retards. Conséquences, je veux produire mon livre, mais si je ne le fais pas avant Noël, il va y avoir une perte de vente de livres. Vente de livres, il va y avoir les pénalités prévues au contrat. Si l'ingénieur ne livre pas la maison à temps, ça peut affecter l'image de l'entreprise si je ne livre pas le produit à temps. Par exemple, un exemple, tel projet, si vous n'arrivez pas à construire, je vous donne un exemple, ces armes pour moi, c'est je vais perdre la guerre, il y a des conséquences. Pénalité prévue au contrat, image d'une entreprise perd de la guerre, c'est pratiquement la même chose. OK? On est là. Et ensuite, dans un projet, les ressources sont limitées. OK? Vous n'avez pas des ressources illimitées. Il y a des gens qui pensent qu'ils ont des ressources limitées. Et puis, des fois, plusieurs fois, on pense que lorsqu'il y a des problèmes, lorsque ça ne va pas dans un projet, il y a manque de ressources. Mais ce n'est pas vrai. Des fois, c'est un problème de management. Il faut gérer les problèmes pour pouvoir arriver à les résultats, les ressources limitées, par exemple. Au niveau des ressources humaines, on peut dire un auteur, 4 informaticiens, 3 créateurs, c'est spécifié. Et puis en termes de ressources financières, on peut vous dire c'est 4 000 $ pour réaliser le projet, ou 5 milliards. Et en termes d'équipement, vous donne 2 pelles mécaniques, 2 tracteurs, etc. Donc, les ressources sont vraiment des ressources limitées. En termes de projet de développement, on parle d'un ensemble organisé
Alors, on a vu le projet, mais en ce qui concerne les projets de développement, c'est un ensemble organisé et cohérent d'activités qui vont mener collectivement, limité dans le temps et l'espace aussi, mobilisant des moyens dédiés et visant la production d'un objet, d'un but, mais concourant, c'est pour cette raison qu'on dit, concourant à améliorer la situation d'un groupe de bénéficiaires. OK? Et l'autre, c'est projet unique, avoir un projet personnel. Mais lorsqu'on dit projet de développement, ça, c'est la définition de Philippe Fesneau, qui a une entreprise qui s'appelle les Consultants sans frontières, qui nous dit que lorsqu'on parle de projet de développement, on parle d'un ensemble organisé et cohérent d'activités menées collectivement, limitées dans le temps et l'espace, mobilisant des moyens dédiés et visant à la production d'un objet ou d'un but, c'est-à-dire d'un résultat, et concourant à améliorer la situation d'un groupe de bénéficiaires. Et cet élément-là, c'est important, chers amis, de voir. Ici, on parle d'un groupe de bénéficiaires. Par exemple, je vais construire une école pour les enfants de Damarie, pour les enfants de Montréal, pour les enfants de Paris, pour les enfants de Port-au-Prince. Et là, on parle de projet de développement et c'est aussi un projet qui est financé. C'est le caractère du financement en général par des bailleurs, on appelle des bailleurs bilatéraux. C'est un projet financé par des bailleurs bilatéraux, des bailleurs multilatéraux. Vous allez voir ça, je vais vous montrer c'est quoi ça. Lorsqu'on parle des bailleurs bilatéraux, des bailleurs multilatéraux ou privés, qui a pour but l'amélioration du niveau socio-économique d'un pays. Là, on parle de, c'est pas seulement un projet. Je vous ai donné la définition, je vous ai donné d'un projet. Maintenant, on parle d'un projet de développement. C'est un projet financé en général par des bailleurs bilatéraux, multilatéraux ou privés qui a pour but l'amélioration du niveau socio-économique d'un pays. C'est ce qu'on appelle le PIB, un produit intérieur brut. OK? Et ça permet aussi l'amélioration des conditions et du niveau de vie des populations locales du pays. C'est ce qu'on appelle un PNB. OK? Population locale d'un pays, produit, c'est-à-dire encore produit national brut, et c'est l'ensemble constitué par le PIB, produit intérieur brut. OK? Donc, je reprends pour le projet de développement. Le projet de développement, c'est l'ensemble organisé et cohérent d'activités menées collectivement, limitées dans le temps et l'espace, mobilisant des moyens dédiés et visant à la production d'un objet ou d'un but, d'un résultat, concourant à améliorer la situation du groupe de bénéficiaires. C'est aussi un projet qui est financé, le caractère financier de ce projet, c'est financé en général par les bailleurs, des bailleurs bilatéraux. Je vais vous expliquer c'est quoi bilatéraux, c'est entre deux pays là. OK, ou multilatéraux, plusieurs pays se mettent ensemble pour pouvoir financer le projet, et privé ou privé, quelqu'un qui décide de financer une école pour les enfants de rue, de Jacmel, de Port-au-Prince, de Léogane, etc. L'amélioration de niveau et qui a pour but l'amélioration du niveau socio-économique d'un pays. C'est ce qu'on appelle le niveau socio-économique, c'est le PIB, produit intérieur brut, ainsi que l'amélioration des conditions et du niveau de vie des populations locales du pays, le PNB, produit national brut. Ça, c'est l'ensemble constitué par le PIB, lorsqu'on appelle
le produit national brut. OK. Voici quelques difficultés quand on fait du management, quand on fait le management de projet. OK? Regardez. Il y a actuellement, on vit dans un monde là où il y a beaucoup de concurrence. OK? Et habituellement, vous savez, la productivité, c'est le rapport entre ce qu'on produit et les ressources qu'on utilise. Mais ça, on est là. Par exemple, productivité, c'est la création de valeur sur le coût, c'est-à-dire les ressources financières qu'on utilise. Maintenant, si je veux augmenter la productivité, je peux réduire les ressources, je réduis le coût. Ça peut augmenter la productivité. Mais dans une économie mondialisée, ça c'est très important, là où il y a la concurrence est féroce. OK? Productivité, création de valeur sur coût. Je crée des valeurs sur les ressources financières, le coût. Mais si je veux augmenter la productivité, je dois réduire les coûts. Si je réduis les coûts, je vais augmenter la productivité. Mais lorsqu'on est dans un monde qui est mondialisé, lorsqu'on est dans un monde là où il y a beaucoup de concurrence, et parce que tout le monde peut réduire les coûts. On est là, la meilleure chose à faire, et c'est d'augmenter la création de valeur en innovant. Vous allez faire quelque chose que les autres ne peuvent pas faire. C'est l'essence même d'un projet, c'est-à-dire de faire quelque chose qui innove. Je viens avec quelque chose que les autres ne peuvent pas ou ne font pas. OK? Donc, le paradoxe de la gestion de projet, au début, on a une grande capacité d'action, mais qui va se réduire, qui réduit peu à peu, parce qu'on doit livrer le bien. Hein? Mais à la fin, on a une grande connaissance du projet. OK? Au début, on a une grande capacité d'action, et cette capacité va réduire à chaque fois. Ça va fermer devant nous. Ça va fermer devant nous. OK? Ça va vraiment fermer devant nous. Hein? Et parce que on a le temps qui réduit. Mais à la fin, ce qui est bénéfique, ce qui est réjouissant, hein, c'est on va avoir une grande connaissance du projet. OK? Donc, là, je vais vous présenter quelques bailleurs de fonds. Hein, et les bailleurs de fonds internationaux, ce sont des organisations publiques qui se trouvent dans plusieurs continents publics, des organisations multilatérales ou bilatérales. Et ce sont des organisations qui sont là pour accompagner les pays qui sont des pays en développement ou en transition économique. C'est pour cette raison qu'il y a beaucoup de bailleurs en Haïti. Ils accompagnent à leur façon la mise en œuvre, le financement de leur programme de développement, parce que c'est eux autres qui déterminent. Mais il y a des pays qui demandent à ce que ces bailleurs-là s'alignent sur leur stratégie. C'est eux autres qui leur disent quoi faire, ou en d'autres termes, dans quel domaine que vous pouvez investir. Ce que chaque pays a une stratégie et s'il y a plusieurs intervenants, des fois, ça ne va pas être efficient. S'il y a plusieurs intervenants qui interviennent dans plusieurs choses, dans la même chose. OK? Donc, il y a ça. La mission des bailleurs de fonds internationaux est de contribuer à atteindre des objectifs de développement durable. C'est ce qu'ils disent. OK?
Ils veulent investir, ils veulent contribuer pour pouvoir atteindre des objectifs de développement durable. OK? Donc, les bailleurs de fonds accordent au gouvernement qui emprunte, les gouvernements emprunteurs, des prêts. Et je vais vous donner leur nom, hein, comme BID, etc. Des prêts ou des dons pour pouvoir financer des projets de développement, projets économiques ou sociaux. Par exemple, accès à l'eau, à l'énergie, développement d'infrastructures, l'éducation, etc. OK? Ils font des appels d'offres internationaux et souvent l'argent l'argent ne vient pas dans ces pays-là, peut-être 5-10% des fois, peut-être 2-3% aussi, qui arrivent, qui sont investis dans le pays parce que les bailleurs, avec leurs spécialistes et tout ça, ces gens-là, ils dépensent déjà l'argent qui était destiné à investir dans le pays, si vous comprenez. Donc, c'est ça. Donc, à travers la publication d'appels d'offres internationaux, ils permettent à des entreprises de toute taille et de tout secteur de candidater, hein, et de remporter des contrats. OK? Les bailleurs de fonds multilatéraux, je vais vous en parler. Il y a le FMI, d'abord, qui est le Fonds monétaire international. Ensuite, ça, c'est les financiers en relation avec les États. Il y a la Banque mondiale, qui est le BIRD plus AID, hein? C'est Build and Aid. C'est ce qu'on a, Banque mondiale, Banque internationale pour la reconstruction et le développement et Association internationale pour le développement. OK? C'est ça, le BIRD. Il y a l'Union européenne, Convention de Lomé, il y a eu un accord à Cotonou. Il y a l'Union européenne. Ensuite, je suis toujours avec les organismes internationaux, mais surtout organismes internationaux et la recherche de cofinancement. Il y a le programme des Nations Unies pour le développement, c'est ce qu'on appelle le PNUD, programme des Nations Unies pour le développement. Vous connaissez déjà les Nations Unies, c'est plusieurs nations qui sont ensemble. Haïti est l'un des pays fondateurs des Nations Unies. Donc, il y a le programme des Nations Unies pour le développement. Ensuite, les bailleurs de fonds, on est encore avec les bailleurs de fonds multilatéraux, les financiers qui peuvent directement financer les entreprises privées maintenant. Ça, c'est pas avec les gouvernements privés. On a la SFI, Société financière internationale, groupe de la Banque, c'est un groupe de la Banque mondiale. Ça veut dire, puisque c'est une société financière internationale, vous pouvez même soumettre vos projets. OK? Il y a le BEI, le BEI, le BEI, Banque européenne d'investissement. Il y a le Centre pour le développement industriel, le CDI, le CDE, Groupe Afrique, Caraïbes, Pacifique. Il y a l'appui FACT, hein, appui aux entreprises. Il y a le EBAS, le Fonds de cofinancement créé par l'Union européenne et le groupe ACP, hein, un groupe Afrique, Caraïbes, Pacifique. Hein. C'est le ACP, c'est groupe Afrique, Caraïbes et puis Pacifique. OK? Il y a le BAD, je suis encore avec les bailleurs de fonds multilatéraux, les financiers qui peuvent directement financer les entreprises privées. Ça veut dire quelqu'un qui a un petit projet peut toujours aller sur Internet et essayer de voir si ces gens-là ne peuvent pas vous financer parce que c'est privé. Banque africaine de développement, le BAD.
Il y a aussi le AMINA, Fonds africain de développement pour la microfinance en Afrique. Ça, c'est pour l'Afrique. Il y a le FPE, c'est les fonds de promotion des entreprises sénégalaises mis à la disposition de banques agréées de ressources nécessaires au financement des besoins d'investissement et des fonds de roulement, les PME, ouais, petites et moyennes entreprises. Okay? Et je continue avec le BOAD, c'est la Banque ouest-africaine de développement. Il y a aussi le Coris Investissement, Société anonyme de capital investissement. Il y a le FOAI qui est un peu nouveau, c'est le Fonds ouest-africain d'investissement. OK? Et il y a le BDEA, c'est la Banque de développement des États de l'Afrique centrale. OK? Il y a les bailleurs de fonds bilatéraux et le financement de l'entreprise privée. OK? Le ministère des Affaires étrangères des pays. Hein, ça, je parle, ça c'est bilatéraux, c'est pas multi. Hein? Il y a le ministère des Affaires étrangères, je vous ai présenté les multi, mais maintenant, pour les entreprises privées, il y a le ministère des Affaires étrangères des pays. Vous pouvez vous adresser à ces ministères-là. Il y a le Haut Conseil de la coopération internationale. Il y a le DGCID, la Direction générale de la coopération internationale et du développement. Et il y a l'appui du dispositif de coopération au secteur privé. Et il y a AFD, Agence française de développement. Il y a le ProParco, c'est la promotion du secteur privé. Et ceci constitue ce que nous appelons cette deuxième séance de cours. Donc, comme vous pouvez constater, vous devez essayer de lire tout ça et s'il y a des questions, le prof est toujours là pour pouvoir répondre aux questions. D'accord? Et je vous dis au revoir et à bientôt.